Dans cette vidéo, un Central 2 PC de 2019, on s'intéresse à différentes sommes. Donc d'abord la somme des SK de n qui est la somme pour j variant de 1 à n des j puissance k. C'est une somme que l'on connaît bien pour j égale 1 parce que c'est la somme des j pour k égale 1, pour k égale 2, pour k égale 3. On retombe sur la somme des j, la somme des j carré, la somme des j cube, qui sont des sommes classiques que l'on connaît et qu'on sait calculer. Ensuite, on s'intéresse aussi à la somme des des tk de n, qui est la somme pour j variant de 1 à n des 1 sur sk de j. Donc on prend l'inverse de cette somme-là. Et enfin, on pose mk, qui est la somme de la série des 1 sur sk de j. Alors cette quantité-là n'aura un sens que si la série est convergente. Et dans l'énoncé d'ailleurs, autant en parler tout de suite, mais on nous demande de montrer par exemple que M1 est réel. Alors montrer que M1 est réel, ça veut dire quoi ici dans le contexte? Ça veut dire montrer que cette série converge. Ici, montrer que MK est un réel, montrer que la série converge pour K quelconque. Donc voilà pour cet énoncé. Une dernière chose à dire quand même, c'est que quand on regarde MK, donc c'est la somme d'une série, et si on regarde TK de n, quand n varie dans une étoile, c'est la suite des sommes partielles de cette série-là. Donc il y a des rapports entre les objets qu'il faudra bien gérer. Donc première question, calculer S1 de n. Donc vous remarquerez qu'il y a marqué calculer, donc il ne s'agit pas de réciter son cours, mais vraiment de le recalculer. Et pour le calculer, le plus simple, c'est de dire que la somme des j, c'est la somme des termes de suite arithmétique de raison 1. Et on sait calculer la somme des termes de suite arithmétique de raison 1. C'est le nombre de termes, donc ici il y en a n termes, fois le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Ensuite, on nous demande de montrer que M inter L, donc montrer la convergence de cette série, et donner sa valeur. Donc ici, on veut convergence et valeur. On aurait pu se contenter d'un théorème de comparaison pour obtenir la convergence, parce que quand on regarde cette somme-là, finalement, c'est la somme des 2 sur k facteur de k plus 1, et 2 sur j facteur de j plus 1, pour k égale 1. Et donc c'est équivalent, le terme général est équivalent à 2 sur j carré, et donc on va obtenir comme ça la convergence. Mais comme on veut la valeur, il faut trouver une autre méthode. Et on connaît bien ce genre de somme, les 2 sur j facteur de j plus 1. On les a vus plusieurs fois et on sait qu'on peut décomposer cette fraction-là comme ceci. Et qu'ainsi, quand on va regarder notre série, la série des 2 sur j plus 1, en fait, on va faire apparaître une série télescopique. Et comme à chaque fois qu'on a à étudier une série télescopique, on va passer par la suite des sommes partielles, donc la suite des T1 de n ici. Donc l'intérêt, c'est que c'est une somme finie. Et on va pouvoir la casser en deux, cette somme. Bon, décidément, on ne veut pas le prendre. On va pouvoir la casser en deux, cette somme-là, parce qu'ici, on n'a pas de problème. Les deux sommes vont converger, vu que c'est des sommes finies. Et on va télescoper, et il nous restera 2 dans la première somme, moins 2 sur n plus 1 dans la deuxième. Et donc, ça va tendre non pas vers 0, mais vers 2, ici. Et donc, comme ça, obtenir que la série converge, et que la somme de la série, qui est M1, vaut 2. Vous ne pouvez pas faire le télescopage directement sur la série et sur la somme de la série. Pourquoi? Parce que 1, déjà on n'a pas dit que la série convergeait. Et 2, si on veut faire du télescopage directement sur la série, on va couper ici en deux séries et on va s'intéresser à la somme pour j égale 1 à plus infini des 2 sur j. Et la série des 1 sur j est une série divergente, c'est la série harmonique. Donc on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas couper la série en deux comme on aurait envie de le faire. Et c'est pour ça qu'on passe par la suite des sommes partielles, comme à chaque fois qu'on a une série télescopique. Donc en tout cas, on a montré bien que M1 converge, enfin que la série définissant M1 converge et que M1 est égal à 2. Ensuite, on nous demande de démontrer que MK est un réel, donc que la série converge pour tout cas dans n étoiles. Alors, quand on regarde notre MK, donc c'est la somme des 1 sur SK de J, donc on va regarder ce que c'est que SK de J, c'est cette somme-là pour I variant de 1 à n. Et on voit que quand K va augmenter, cette quantité-là va augmenter. Et donc globalement, j'aurai SK de J qui sera toujours plus grand que S1 de J. Et c'est ce qui va nous intéresser, parce qu'on a donc ce truc-là. Alors remarquez bien ce que c'est que SK de J, et faites attention avec tous les indices. Si on veut calculer SK de J, il faut réindexer cette somme-là. Donc on va remplacer les J par des I. Et donc SK de J, c'est la somme pour I variant de 1 à J des I puissance K. Et donc pour chacun des termes de la somme, je minore I puissance K par I, vu que I est plus grand que 1. Et du coup, j'obtiens que SK de J, quand je somme ces inégalités-là, est plus grand que S1 de J. Donc en passant l'inverse, donc bien sûr S1 de J est positif, donc en passant l'inverse, on obtient ça.
Donc on a affaire à des séries à termes positifs, on a une inégalité, et on sait que la somme des 1 sur S1, la série des 1 sur S1 de J converge. Donc par comparaison, la série des 1 sur SK de J va converger elle aussi. Ce qui m'assure que MK est bien réel. Alors ensuite, on nous demande d'écrire une fonction qui calcule le TK de n. Donc TK de n, il faut calculer la somme des 1 sur SK de J. Alors attention à bien être efficace parce qu'on peut bien sûr programmer une première fonction qui va calculer SK de n, donc en calculant une somme, puis s'en servir pour écrire la deuxième. Le problème étant que si on fait ça, on va recalculer la somme définissant, enfin on va calculer SK de 2, donc une somme de g termes, puis SK de 3 on va recommencer à 0, puis SK de 4 on va recommencer à 0, et en fait on va multiplier les calculs. Donc afin de limiter les calculs, on va se rendre compte de deux choses. La première chose, c'est que SK de n plus 1, c'est SK de n plus n plus 1 puissance k. Donc dans tout mon calcul de la fonction tk de n, je vais garder une variable s qui va contenir la valeur de sk de j, et je vais la mettre à jour au fur et à mesure du calcul. Et je sais aussi que tk de n plus 1, c'est tk de n plus le dernier terme, donc plus 1 sur sk de n plus 1. Et donc je vais me servir de ces deux écritures-là qui sont récursives pour calculer directement tk de n en limitant les calculs. Donc au départ, comme je calcule une somme t égale 0, j égale 0, s égale 0, donc ça c'est pour j égale 0. Pour j égale 1, donc je vais calculer sk de 1, donc j'ajoute en fait 1 puissance k à s, et donc s contiendra la valeur sk de 1. Quand je vais passer au deuxième coup, pour j égale 2, s va contenir la valeur sk de 2, parce que j'ajoute 2 puissance k, etc., etc. Donc vous voyez qu'à chaque passage de la boucle, après, à la fin de cette ligne-là, s contient la valeur sk de j. Et qu'est-ce que je fais pour t? Mon t au départ valait 0, et je lui ajoute à chaque fois 1 sur s, c'est-à-dire 1 sur sk de j. Donc au départ t égale 0, pour j égale 1, j'ajoute 1 sur sk de 1, j'obtiens bien tk1. Puis j'ajoute 1 sur sk de 2, donc j'obtiens bien tk de 2, etc., etc. Et vous voyez que la récurrence se passe, la boucle se passe bien, et on a limité les calculs, parce que finalement dans cette boucle-là, on va calculer n fois une exponentielle, et on va faire n somme. Donc on a quand même quelque chose d'assez efficace, on a une complexité qui va être linéaire globalement. Bon, donc on a écrit notre fonction. Ensuite on vous demande d'afficher sur un même dessin les tk de n pour k variant entre 1 et 10 et n variant entre 1 et 50. Donc une première idée, donc je prends Python cette fois-ci, donc vous voyez j'ai redéfini ma fonction tk de n la même que dans l'autre fichier. Et pour afficher ces courbes-là, on nous demande d'afficher pour k variant entre 1 et 10, donc on va faire varier k entre 1 et 10, et on va définir une liste d'ordonnées, donc on va calculer tk de i pour i variant entre 1 et 50. Et on va afficher ces trucs-là. Donc on peut le lancer, on obtient des courbes. Bon, ok. Alors le problème de cette écriture-là, c'est que si vous remarquez bien ce qu'on demande de faire à Python, c'est qu'on lui demande de calculer tk de 1, puis tk de 2, puis tk de 3. Et encore une fois, il va répéter des calculs qu'il n'aurait pas forcément besoin de répéter. Parce que pour calculer tk de 5, sachant que je connais déjà tk de 4, il suffit d'ajouter un terme. Tandis que là, écrit comme ça, il va recalculer tk de 5. Ça veut dire qu'il va repartir de 0, puis ajouter tous les termes successivement. Donc on a une complexité qui est plus importante. Donc afin de simplifier les choses, on va définir une fonction qu'on va appeler suite tk de n, qui ne va non pas renvoyer la valeur tk de n, mais renvoyer toutes les valeurs tk de j pour j variant entre 1 et n. Donc je définis deux listes, lt et ls. Donc lt va contenir la valeur tk et ls va contenir la valeur sk. Et à chaque étape, je vais ajouter dans la liste ls crochet moins 1, donc c'est-à-dire la dernière valeur calculée, donc la valeur précédente, plus j puissance k. Et donc en fait, je rajoute quoi? J'ajoute la valeur sk de j à la fin de la liste. Et pour lt, je prends la valeur précédente de la liste, donc tk de j-1, et je lui ajoute 1 sur la dernière valeur de la liste s. Et la dernière valeur de la liste S, je viens de mettre à jour S juste avant, donc la dernière valeur de S, de la liste S, c'est maintenant SK de J. Donc je prends TK de J-1 plus 1 sur SK de J, et j'obtiens TK de J, que je mets dans la liste. Et donc vous voyez, l'intérêt, c'est qu'à la fin de cette boucle-là,
dans ma liste LT, j'ai toutes les valeurs des TK de J. Ici, j'ai choisi de mettre les valeurs de S dans une liste. Je n'étais pas obligé. J'aurais pu écrire le même genre de choses qu'au-dessus, c'est-à-dire mettre S à jour au fur et à mesure. J'ai choisi aussi de de mettre une première valeur dans LT et de commencer du coup ma boucle à 2. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu garder au départ ma liste vide ici. Le problème étant que ça m'aurait un petit peu embêté pour ce LT crochet -1, et quand LT est vide, c'est embêtant. Donc si j'ai mis LT égale 1 ici, c'est pour pouvoir avoir une écriture complètement générique dans la boucle, tout le temps valable. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une liste déjà remplie avec au moins une valeur au début de ma boucle. Donc on peut écrire ça comme ça. Et donc vous voyez l'intérêt, c'est que du coup ma suite TK de n va renvoyer toutes les valeurs, et en fait elle va renvoyer cette liste-là. Mais de manière plus efficace, parce qu'à chaque fois je fais une addition en plus pour ajouter la dernière valeur. Alors que là, je refaisais à chaque fois n addition et n exponentielle. Donc on obtient quelque chose qui est plus efficace, on a gagné un facteur n globalement, et quand on affiche, bon ça se voit pas trop que c'est plus rapide, mais c'est plus rapide, et on obtient ça. Alors on nous demande de conjecturer le comportement de la suite MK, donc si vous vous rappelez bien les écritures, donc on a écrit TK de n, donc c'est 1 sur SK de J, et on a vu que quand K augmente, la quantité SK va augmenter, et donc globalement le TK va diminuer, parce qu'on a des inverses. Donc l'idée, c'est qu'on sait que c'est une suite TK de n à n fixé qui va être décroissante. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai T1 de n, T2 de n, T3 de n, T4 de n, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette suite TK de n semble se rapprocher de la valeur 1. Et si on zoome là-dessus, donc avec des valeurs petites, on voit que la limite aussi a l'air d'être égale à 1. On voit d'ailleurs que toutes les suites MK, toutes les suites TK à K fixé ont bien l'air de converger. Et on comprend bien pourquoi, parce que quand on regarde T10 de n, on va faire du coup 1 sur 1 puissance 10, donc 1. Et puis après, on va ajouter 2 puissance 10, ici dans la valeur de SK, pour le terme suivant. Et quand on ajoute 2 puissance 10, on ajoute en fait 1000. Donc là, globalement, on va faire du 1 sur 1000. Puis après, on va faire du 3 puissance 10. 3 puissance 10, ça explose extrêmement vite. Et on voit que les valeurs qu'on ajoute ici sont au fur et à mesure extrêmement petites. Et du coup, en fait, on a une convergence qui est extrêmement rapide. Bon, en tout cas, ici, on sent que MK va tendre vers 1. Donc c'est ce qu'on dit ici. Et on nous demande de prouver cette conjecture-là. Et en fait, on sent que c'est quand même extrêmement rapide. Et que dans la suite JK, dans la suite des SK de J, finalement, le terme prépondérant, ça va être le dernier. Et donc, c'est l'idée qui me guide ici. Je me dis, mon SK de J, je vais le minorer par le dernier terme de ma somme. Donc, les autres étant positifs. Alors, ça paraît assez grossier, mais n'oubliez pas que ce dernier terme, c'est celui qui va être le plus grand, notamment pour des grandes valeurs de K. Et le plus grand de beaucoup. Donc, on obtient cette minoration-là. Donc, quand on passe à l'inverse, on obtient ça. Et on voit qu'on obtient que TK de n va être plus petit que la somme des 1 sur j puissance k. Et cette somme-là, on la reconnaît, c'est la suite des sommes partielles de la fonction de zeta de Riemann, zeta de k. Et on sait que zeta de k, quand k tend vers plus infini, ça va tendre vers 1. Donc on est plutôt rassuré. Alors bien sûr, on ne peut peut-être pas utiliser ce résultat-là, même dans un oral, et encore moins dans un écrit. Donc on va être obligé de le redémontrer. Et pour le démontrer, on va faire une comparaison avec une intégrale. Donc on va poser la fonction qui a t associé 1 sur t puissance k, donc toujours pareil, on remplace l'indice par la variable t, et on majore seulement, parce que là on est parti pour faire une majoration, donc on majore par 1 sur tk sur j-1j, on intègre par positivité, on somme, et on obtient une majoration de notre tk de n par cette quantité-là. Alors vous remarquez que dans ma somme, j'ai enlevé les termes 1 et 2, le terme 1 parce que je voulais garder le 1 à la fin, et le terme 2 parce que sinon l'intégrale de j-1 à j, ça me fait apparaître un 1 qui ne m'arrangeait pas spécialement. Donc j'ai besoin de garder ces deux premiers termes à part. Je vous rappelle ici, obtenir quelque chose qui tend vers 1. Et effectivement, ici, cette quantité-là va tendre vers 1, donc j'ai un majorant qui tend vers 1. Maintenant, il faudrait trouver un minorant. Et tout simplement, tk de n, c'est plus grand que le premier terme de la somme, donc 1 sur sk de 1, qui vaut 1.
Et donc j'ai un encadrement de TK de n par deux suites qui tendent vers 1. Et donc d'après le théorème des gendarmes, j'obtiens que MK, enfin oui, je passe d'abord à la limite en n, donc pour obtenir MK qui est compris entre ces deux quantités-là, puis à la limite en K pour obtenir que mon MK va tendre vers 1.